Depuis ce matin de septembre 2017 où j'ai assisté au lever du soleil depuis le sommet du mont Fuji, mal équipé, mal préparé et à bout de souffle, j'ai su que je voulais passer un maximum de temps de ma vie près des sommets et si possible immergé dans des cultures exotiques le plus loin possible de ma zone de confort. C'est à partir de cette période que j'ai commencé à être attiré par le Caucase. Le Caucase, c'est une région où des dizaines de peuples et de cultures différents se côtoient dans ce qu'on peut considérer comme les plus beaux paysages du monde. Maintenant que la situation sanitaire commence à se tasser, que les frontières commencent peu à peu à se rouvrir et qu'il devient à nouveau facile de voyager, je me suis dit que 2022 c'était mon année et que j'allais enfin pouvoir visiter cette région qui avait alimenté autant de fantasmes en moi. J'avais alors plusieurs choix qui se présentaient à moi. Je pouvais visiter le sud de la Russie, le nord-est de la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan ou encore l'Arménie. Très honnêtement, c'est le sud de la Russie qui m'intéressait le plus. Mais en ce moment, avec le contexte de guerre en Ukraine, c'est pas une très bonne idée de visiter la Russie. Et en plus de ça, le Caucase russe, même en temps normal, c'est une région qui est souvent sujette aux conflits, qui est donc beaucoup plus compliqué d'accès, surtout quand on n'a aucune expérience dans la région. J'ai fini par choisir l'Arménie parce que c'est un pays avec une histoire très tumultueuse, une géographie complexe et très particulière, et l'hospitalité des Arméniens a fait la différence. J'avais envie de goûter à ça et de visiter leur pays. L'histoire et la géographie de l'Arménie, on peut la résumer en un mot, c'est compliqué. Genre très compliqué. On va en parler un petit peu de l'histoire justement. On a assez peu d'informations sur les temps très reculés, mais les premières traces de civilisation sur le territoire arménien remontent à 9000 ans avant notre ère. Les Arméniens au sens moderne du terme, eux, seraient arrivés il y a environ 3200 ans. J'utilise le conditionnel parce que c'est une date qui est sujette à controverse, et étant donné que j'ai absolument aucune expertise sur la question, j'ai pas envie d'affirmer des choses fausses. Entre ces périodes et notre ère, l'Arménie a fait partie totalement ou partiellement de nombreux empires, de nombreuses cultures, de royaumes. Je vais pas les citer ici parce que de 1, ça a peu d'impact sur l'Arménie actuelle, et de 2, je vais sûrement raconter des bêtises parce qu'à nouveau, j'ai aucune expertise dans le milieu. Ce dont je suis certain en revanche, c'est que l'Arménie c'est le premier pays au monde qui a fait du christianisme sa religion officielle. Traditionnellement, on note la date de cette adoption à 301, mais certains historiens pensent que ça a plutôt eu lieu en 313. En soi, ça change pas grand chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Arménie est le premier pays au monde à avoir adopté le christianisme comme religion d'État. En parlant de religion, il semble bon d'évoquer le mont Ararat qu'on voit d'à peu près partout à Yerevan, la capitale de l'Arménie. Le mont Ararat, c'est une montagne qui est actuellement en Turquie, mais qui historiquement a fait partie de l'Arménie, donc c'est un très haut sommet de 5100 mètres, qui, selon la Bible, a été le lieu où a accosté l'arche de Noé après le déluge. Donc c'est vraiment une montagne sacrée. Dans l'imaginaire arménien, on le retrouve partout. On va le retrouver sur des tapisseries, on va le retrouver sur les billets de banque, on va le retrouver en peinture, on va même le retrouver sur des paquets de clopes, on va le retrouver sur des bouteilles de cognac. Vraiment, on va le retrouver partout. Donc je vous accorde, il y a certaines de ces représentations qui sont plus nobles que les autres, mais ça souligne vraiment l'importance de l'Ararat dans la culture et dans l'imaginaire arménien, et ça inscrit également le paysage arménien dans la culture chrétienne. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un bond dans le futur. On va parler plus précisément du XXe et du XXIe siècle en Arménie, parce que c'est vraiment une période qui a modelé le pays tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça a eu un fort impact. Entre 1915 et 1916, la Première Guerre mondiale éclate. Je vous l'apprends pas. À l'époque, la Turquie actuelle n'existe pas. En lieu et place de la Turquie, on va retrouver l'Empire ottoman. Et cet Empire ottoman est dirigé par un parti politique appelé les Jeunes Turcs. C'est un parti extrêmement nationaliste dont le projet est de réunir toutes les ethnies turques sous une même bannière. Alors là, pour parler seulement des ethnies qui représentent le plus de population, on va parler des Turcs d'Anatolie, donc les Turcs de Turquie, les Azéris, les Yakoutes, les Ouzbeks, les Turkmènes, les Kazakhs, les Kirghizes, les Touvins, les Ouïghours. C'est énormément d'ethnies que le parti politique Jeunes Turcs a envie de rassembler sous une même bannière. Le seul obstacle à ce projet, c'est les Arméniens. La Première Guerre mondiale va avoir deux effets absolument majeurs sur le triste sort qui attend le peuple arménien à cette époque. D'un côté, l'Empire ottoman commence à collectionner les défaites contre les Turcs et ça alimente un profond ressentiment des Turcs vis-à-vis des Arméniens. De l'autre côté, la guerre occupe la majeure partie des forces armées des belligérants et ça laisse la voie libre à l'Empire ottoman pour régler le problème arménien. Si les Arméniens sont connus pour leurs doudouks, leurs abricots, leurs églises, leurs monastères, leur gastronomie,
Ils sont malheureusement également très connus pour le génocide qu'ils ont subi. Ce génocide, il a véritablement débuté à partir du 24 avril 1915, date à laquelle 650 intellectuels arméniens ont été déportés puis assassinés. À partir de là, tout va très vite. Chaque homme est systématiquement tué, les femmes, les vieillards et les enfants sont déportés en Syrie où une mort quasi systématique les attendait. Je vais pas développer plus dans les détails ce qui s'est passé, les exactions qui ont été commises, parce que j'ai envie de parler en positif de l'Arménie et il y a également beaucoup de choses positives à raconter. Entre 800 000 et 1 500 000 personnes vont mourir. C'est au cours de cette période que les diasporas arméniennes vont se former. Il y a une grande exode de l'Arménie vers d'autres pays, principalement les États-Unis, la France et la Russie, où les diasporas arméniennes vont se former. L'exode a été si massive qu'aujourd'hui, les Arméniens des diasporas ont du mal à comprendre les Arméniens restés en Arménie, linguistiquement. En revanche, les Arméniens qui sont restés au pays, eux, n'ont aucun mal à comprendre les Arméniens des diasporas. Je sais pas à quoi est due cette dissymétrie, mais elle existe. Un an plus tard, en 1917, la révolution russe marque un nouveau tournant dans le sort des Arméniens. L'armée russe est très affaiblie et ça permet aux Turcs de prendre le contrôle de plusieurs villes, dont Bakou qui est l'actuelle capitale de l'Azerbaïdjan. Les Arméniens sont combatifs, ils sont résilients et ils parviennent à gagner plusieurs batailles contre les Turcs. C'est bien que la Turquie finit par reconnaître l'indépendance de l'Arménie en juin 1918 à travers le traité de Batum. Ce territoire est alors réduit, il ne compte qu'une dizaine de milliers de kilomètres carrés, ce qui correspond à environ un tiers du territoire actuel qui n'est déjà pas très étendu. En 1919 a lieu la conférence de la paix à Paris et les Arméniens, qui comptent sur le support des Américains, prônent une Arménie intégrale. Ils ont envie de récupérer leur territoire historique. Le traité de Sèvres du 10 août 1920 leur donnera en partie satisfaction étant donné que l'Arménie va récupérer une bonne partie de la Turquie orientale. Vous vous en doutez, ça peut pas être si simple que ça, le gouvernement turc s'oppose vivement à cette décision et une nouvelle guerre éclate. C'est alors que le Karabakh devient arménien, ainsi que le Nakhitchevan, et que la ville de Batum devient géorgienne. 2 ans plus tard, en 2022, le territoire arménien est alors sous domination soviétique. Et elle est connue sous le nom de RSS d'Arménie pour République socialiste soviétique d'Arménie. Ce territoire est alors proche du territoire actuel qui compte environ 30 000 km², ce qui correspond, pour vous donner une idée, à environ la moitié du territoire de l'Irlande. La domination soviétique, comme dans toutes les autres RSS, ne se passe pas sans heurts. Chacune des révoltes est durement matée par les soviétiques. Et l'Église, comme dans toutes les autres républiques socialistes soviétiques, est persécutée par le pouvoir. 25 ans plus tard, en 1947, c'est la guerre froide qui débute. C'est alors Staline qui est aux manettes et il sème la terreur dans toute l'Union. Les contrevenants sont purgés. Comble du cynisme, le gouvernement soviétique lui-même va inviter 100 000 Arméniens des diasporas à venir se réinstaller en Arménie, et une grande partie d'entre eux sera envoyée au goulag. Et 80 000 d'entre eux auront la chance de pouvoir retourner dans les diasporas après. En 1953, Staline meurt. C'est une bouffée d'oxygène pour l'Arménie, dont l'économie se développe grâce à l'agriculture et à l'extraction de matières premières. À partir du milieu des années 1970, il y a même l'industrie chimique et nucléaire qui s'installe en Arménie. Malgré tout, entre 1956 et 1980, c'est encore plus de 35 000 Arméniens qui vont quitter le pays. Début 1988, les Arméniens résidant dans le Haut-Karabakh, où ils représentent 80% de la population, exigent le rattachement de leur territoire à l'Arménie, étant donné qu'évidemment, ils ne se sentent pas azéris. Les tensions éclatent et des morts seront à déplorer dans chaque camp. Fin 1988, un tremblement de terre fera 30 000 victimes dans la région de Gyumri. Ça commence à faire beaucoup. En août 1991, l'URSS s'effondre et l'Arménie déclare son indépendance comme toutes les autres républiques socialistes soviétiques. Le 30 août de cette même année, l'Azerbaïdjan proclame également son indépendance. Le Haut-Karabakh, alors région autonome rattachée à la RSS d'Azerbaïdjan, proclame également son indépendance. C'est un droit qui lui est assuré par la loi soviétique qui permet aux RSS et aux régions autonomes de décider de leur rattachement ou non à l'Union soviétique et de décider librement de leur statut juridique et politique. Évidemment, ça peut pas être aussi simple, l'Azerbaïdjan réagit très vivement à cette déclaration d'indépendance et la première guerre du Karabakh éclate et elle s'étendra de 1991 à 1994. Il y aura même une nouvelle guerre en 2020 et les tensions resteront très actives jusqu'à encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Arménie c'est un pays qui se modernise et qui se développe vite, malgré une géographie très loin d'être simple. Et on va en parler de cette géographie. Premièrement, il faut savoir que l'Arménie c'est un des pays les plus enclavés du monde, il n'a aucun accès maritime. Au nord, l'Arménie partage une frontière de 164 km avec la Géorgie, et au sud une frontière de 35 km avec l'Iran. À l'ouest,
une frontière de 268 km avec la Turquie, ainsi qu'une frontière de 221 km avec l'exclave azérie du Nakhitchevan. Et à l'ouest, on peut noter une frontière de 566 km avec l'Azerbaïdjan continental, ce qui fait un total de 787 km de frontière avec l'Azerbaïdjan. Et bien sûr, pour ne rien arranger, toutes ces frontières sont largement fermées et plus ou moins toutes théâtres de conflit. Au nord, avec la Géorgie, la frontière n'est que partiellement ouverte à cause des revendications autonomistes de la minorité arménienne de la Samtre-Jaravesi. La frontière turque, quant à elle, est fermée depuis plus de 30 ans à cause du refus du gouvernement turc de reconnaître le génocide arménien, sous prétexte qu'il a été perpétré par l'Empire ottoman et non pas par la Turquie actuelle. Au sud, la frontière avec l'Iran est somme toute plutôt paisible. L'Iran est d'ailleurs le premier partenaire commercial et humain de l'Arménie, même s'il arrive à la frontière d'être de temps en temps le théâtre de conflits. Et ce, malgré le climat tendu que connaît l'Iran actuellement à cause notamment des sanctions internationales. La frontière avec l'Azerbaïdjan, celle-ci, c'est la plus compliquée de toutes. Déjà, il faut savoir que l'Arménie n'est pas connexe, c'est-à-dire que son territoire n'est pas formé que d'un seul morceau, et en plus de ça, il y a des trous dans les morceaux. En Arménie, on peut noter déjà 3 exclaves azéries. La Karki à l'ouest, et Askipara et Bahourdarli à l'est. L'Arménie, en plus de ça, coupe le territoire azéri en 2 morceaux, l'Azerbaïdjan continental et le Nakhitchevan. Et en plus de ça, la question du Karabakh reste toujours d'actualité et est toujours sujette à de gros conflits armés. Malgré tout, dans le Karabakh, c'est toujours une population arménienne qui vit dans une prospérité relative qui est permise par la présence constante de l'armée russe. Et tout ça, ça fait finalement de l'aéroport de Yerevan le seul véritable accès de l'Arménie au monde extérieur. Pour ne rien arranger, enfin ça dépend des points de vue, moi je trouve ça cool, l'Arménie est un pays très montagneux. En effet, 90% du pays est à plus de 1000 mètres d'altitude, le point le plus bas est à 400 mètres d'altitude, et le plus haut point du pays est le sommet nord du mont Aragat qui culmine à 4090 mètres d'altitude. Ça rend évidemment l'urbanisation et l'industrialisation compliquées à cause de la topologie, et au-delà de ça, qui dit territoire montagneux dit territoire sismique. Malgré tout, la nature volcanique d'une majorité de ces reliefs font du sol arménien un sol très fertile, et l'Arménie peut donc jouir d'une agriculture de qualité. Il y a au moins quelque chose qui va. L'Arménie, pour moi, c'est un pays qui est vraiment passionnant. J'avais des attentes spectaculaires avant d'y aller, et c'était la meilleure recette pour être déçu. Et je tiens à dire que j'ai absolument pas été déçu, toutes mes attentes ont été comblées, voire même dépassées.